Merci d'être avec nous sur la chaîne YouTube de la revue Atrium qui participe pour la 6e fois au Salon international du patrimoine culturel, 30e édition. Dans cette émission, on va évoquer l'architecture gothique et également classique. Pour cela, on a un spécialiste du sujet. Merci d'être avec nous. Régis Martin, vous êtes architecte en chef des monuments historiques, inspecteur général des patrimoines depuis 2016 au ministère de la Culture et ancien président de la Compagnie des architectes en chef des monuments historiques de 2020 à 2024. De 1991 à aujourd'hui, ça fait beaucoup de dates. Vous êtes intervenu sur de nombreux édifices emblématiques. En ce moment, vous êtes d'ailleurs sur la cathédrale de Beauvais, mais vous êtes intervenu aussi sur les couvertures de la cité de Carcassonne, la cathédrale d'Orléans aussi, l'abbatiale de Jumièges, la cathédrale d'Évreux ou encore des châteaux, des abbayes et des églises dans le sud de la France, dans les Pyrénées. Votre parcours est donc à la fois technique, artistique, on va le voir avec votre ouvrage dans quelques instants, et profondément ancré et enraciné dans la connaissance du bâtiment ancien et qui vous a donc conduit à avoir une réflexion personnelle sur le sens même de l'architecture. J'ai entre mes mains votre dernier livre qui est paru le 9 octobre dernier, Classique contre gothique, l'architecture contre nature, aux éditions donc L'Harmattan, préfacé par Alexandre Gady, professeur d'histoire de l'art et de l'art moderne, surtout à l'université Paris-Sorbonne. Un ouvrage donc qui est pensé comme un autre regard. C'est comme ça que vous vouliez transmettre les choses sur la perception donc qu'un architecte du patrimoine peut avoir sur l'histoire de l'architecture. En quoi justement elle est différente, votre vision, de celle des archéologues que vous côtoyez dans votre métier ou encore des historiens et des conservateurs? Alors, écoutez, ce qui est nouveau, j'ai envie de dire, c'est plutôt l'œil que l'on porte sur l'architecture. Et c'est vrai que le regard que porte un architecte n'est pas celui des historiens. Nous faisons de l'histoire de l'architecture lorsque nous faisons nos études d'architecte, mais en fait, j'ai essayé, tout ce que j'ai mis dans mon livre, je pense que c'est à peu près vrai, et je ne l'ai trouvé dans aucun livre lorsque j'ai appris l'histoire de l'architecture. Donc je me suis dit, mais c'est curieux. Il y avait un manque. Voilà, je me suis dit, ce sont des observations que je fais, et pourtant, je ne les trouve pas dans les livres. Et donc, je me suis dit, eh bien, il faut transmettre. Donc, j'ai essayé de regarder l'architecture sous un angle nouveau, et en particulier sous l'angle d'une confrontation entre l'architecture classique et l'architecture gothique. Pourquoi, en fait, il faut les opposer? Alors, eh bien, en fait, la plupart du temps, les universitaires, les archéologues, les historiens ont tendance à travailler par analogie, c'est-à-dire à regarder ce qui se ressemble. C'est-à-dire, on étudie une église et on dit à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'on connaît qui est à peu près semblable. Eh bien, moi, je me suis dit que finalement, c'était plus fructueux, plus fécond, d'aller chercher ce qui est complètement à l'opposé, et d'essayer d'identifier pourquoi c'est complètement opposé. Parce que pour vous, donc c'est ce que vous analysez dans votre livre, l'architecture gothique est une architecture dite naturelle, alors que l'architecture classique, ça n'est pas le cas. Pour quelle raison? Eh bien, pour une raison fondamentale et philosophique, c'est que l'architecture gothique est une architecture qui est en relation avec Dieu, et donc un peu divine et spirituelle, alors que l'architecture classique est une architecture qu'on va dire humaniste. Humaniste, ça veut pas dire humanitaire, hein. L'humaniste, c'est quelqu'un qui est tourné vers l'homme. C'est-à-dire que l'homme est au centre de toute la composition architecturale. On le voit, Protagoras, par exemple, dans l'Antiquité, dit l'homme est la mesure de toute chose. Voilà. Et en fait, cette idée est reprise à la Renaissance. Et on connaît très bien, par exemple, l'homme de Vitruve, hein, cette figure absolument emblématique qui prône le pouvoir de l'homme sur la nature, donc, et qui est le centre du monde, hein. C'est un peu une figure nombriliste et qui sera repris d'ailleurs beaucoup plus tard par Le Corbusier avec son modulor, hein, tout simplement. Donc finalement, ce que vous soulignez, c'est que ça n'est pas seulement une question de style, mais surtout une question de vision du monde. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que l'architecte gothique est quelqu'un qui se place sous le regard de Dieu, alors que l'architecte humaniste, hein, de l'architecture classique est un architecte qui se place sous le regard de ses semblables, ce qui est absolument différent. Et je vais vous donner un petit exemple. Dans les cathédrales donc gothiques, on trouve des petits détails d'architecture qui sont sculptés sur toutes les faces. Donc des faces invisibles.
Alors on se dit, mais Quel est l'intérêt? c'est pas rentable, c'est pas intéressant. Pourquoi est-ce que ces artisans sont donnés autant de mal pour aller sculpter des choses invisibles? Eh bien, précisément, c'est parce qu'ils se placent sous le regard de Dieu. Et que le Dieu peut voir. Dieu peut voir partout. Voilà. Mhm. Et donc, l'humaniste se met à faire de l'architecture, non plus en géométrale, de façon un peu divine, mais de façon perspective. C'est-à-dire qu'il ne représente que ce que les autres vont voir. Vous dites que le classique cherche à s'affranchir de la pesanteur, de la nature même des matériaux, c'est-à-dire que finalement on s'éloigne de la réalité physique à proprement parler. Oui, alors l'architecture gothique, c'est une architecture naturelle, toujours pareil, mais pourquoi elle est naturelle? Parce qu'elle est logique. Il n'y a rien de plus logique qu'une construction naturelle. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui fait que quand on voit une cathédrale gothique, on se dit que la façon dont elle est construite, elle est totalement naturelle, même si on n'est pas architecte? Eh bien, on se dit ça parce qu'il y a plus de matière en bas, par exemple, qu'en haut. Vous voyez, donc ça ressemble à un arbre. C'est-à-dire que vous avez un tronc énorme dans les parties inférieures, et plus vous vous élevez, et plus il y a un manque de matière, et plus ça s'affine, ça devient... ça s'élance vers le ciel. Ça s'élance vers le ciel, et plus vous montez dans les étages d'une architecture gothique, et moins vous avez de matière. Eh bien, regardez un édifice classique, c'est l'inverse. C'est-à-dire que... Quel exemple vous pouvez nous citer en architecture classique, notamment à Paris, par exemple? Eh bien, juste à côté d'ici, vous passez rue de Rivoli, vous voyez que les arcades du rez-de-chaussée, c'est un grand vide qui tient sur deux petites cannes, qui sont les colonnes. Au premier étage, vous avez des grandes fenêtres de l'étage noble, qui sont quand même beaucoup plus petites que l'arcade qui est en dessous. Et puis quand vous passez au deuxième étage, la fenêtre est plus petite qu'au premier, et ainsi de suite jusqu'en haut. Et donc, plus vous montez dans la construction, plus vous avez de matière. Donc, on est dans un schéma inversé, c'est-à-dire qu'il y a plus de matière en haut qui est portée par moins de matière en bas. Donc ça n'est pas une architecture, on va dire, qui est humble, alors que le gothique, finalement, quand on voit les élévations, on accepte, on va dire, la gravité, la contrainte, la proportion, et donc on s'adapte. Exactement. En fait, l'architecture gothique est une architecture humble parce qu'elle reste dans la nature, elle reste contrainte par des lois naturelles, alors que l'architecture classique est une architecture un petit peu idéaliste, mais absolument pas raisonnable. Et dans vos propos, et dans ce livre notamment, on sent presque une dimension philosophique, voire morale de l'architecture. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est cela que vous voulez faire passer comme message auprès de vos confrères aussi, architectes? Parce que d'ailleurs, au début du livre, vous signez aux architectes. Vous dédiez ce livre à la profession. Absolument. J'aurais pu dire aux architectes du patrimoine, mais je pense qu'ils se reconnaîtront tout seuls. Je pense qu'au-delà des architectes du patrimoine, c'est important que tous les architectes comprennent ce genre de raisonnement. Et dans mon livre, je fais des apartés, je fais des sauts dans le temps. Et à chaque fois que je donne un exemple, j'essaye de le raccrocher à des exemples contemporains. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'écologie, on parle d'environnement, de problématiques de cadre de vie. Il faut s'inspirer de l'architecture gothique. C'est aussi le message que vous voulez faire passer? Pas nécessairement. Non. Je pense qu'on peut avoir envie d'être centré sur l'humanisme et être aussi soucieux du développement durable, d'être soucieux d'être dans notre siècle. Mais quand on travaille une forme, il faut savoir ce que l'on fait, comment on la travaille et ce qu'elle signifie pour les gens qui vont passer dans la rue. Mais quand on est architecte du patrimoine, qu'est-ce que ça signifie justement être en accord avec la nature? Un architecte du patrimoine, en principe, en théorie, est nécessairement en accord avec la nature, puisque d'abord il est dans la parcimonie, il est dans la conservation, et donc il est quelque part dans le respect. Et je pense qu'à partir du moment où on respecte l'ordre des choses, on est vraiment dans le développement durable. Et je crois que la démarche patrimoniale, qui a précédé d'ailleurs la démarche écologique, en fait, était déjà écologique en quelque sorte. Était écologique elle-même d'une autre façon, mais ce sont exactement les deux tenants de la même histoire. Qu'est-ce qu'une architecture, on va dire, naturelle aujourd'hui? Eh bien, une architecture naturelle, on pourrait dire, si on voulait résumer, c'est une architecture qui est dans la vérité. Parce que la nature ne ment pas.
Oui. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Une fenêtre. Qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre? C'est un trou dans un mur. Eh bien, chez les gothiques, la fenêtre a la même forme à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle est dans la vérité des formes. Quand on arrive dans l'architecture classique, on rompt cet équilibre magnifique pour lui préférer quelque chose de plus alambiqué. C'est-à-dire que la fenêtre à l'extérieur peut ne pas avoir la même forme qu'à l'intérieur. Et on fait un rattrapage à l'intérieur du mur avec des ébrasements complexes, avec des fausses fenêtres même. Donc l'architecture classique, qui est très théorique, qui est très dans la pensée humaine, a tendance à se fabriquer des storyboards. C'est-à-dire que quand on rentre dans l'édifice ou quand on en sort, on ne comprend plus la même chose. Voilà, un architecte gothique qui est dans le naturel, eh bien, lui a tendance à garder cette vérité de la forme. Et c'est vrai aussi pour le plan. Le plan gothique, c'est une tour ronde avec des pièces rondes à l'intérieur. Et dans vos restaurations, de quelle manière vous traduisez, on va dire, cette idée d'harmonie avec la nature? Parce que vous travaillez sur de l'existant. Comment vous prenez en considération cette notion? Alors je crois que la première chose, c'est d'être conscient de ce qu'on en a sous les yeux. C'est-à-dire de bien le comprendre. Et à partir du moment où on le comprend, on le respecte mieux, forcément. Et puis ensuite, il faut être dans l'économie de moyens. C'est-à-dire ne pas utiliser de la technologie ou des raisonnements qui soient trop éloignés de ce qu'a cherché à faire la personne qui a construit le bâtiment à l'origine. Donc ça oblige à se mettre un peu dans les chaussures, dans les pas de celui qui a construit. C'est très très difficile. C'est-à-dire que l'architecte du patrimoine doit s'effacer finalement sur la réalisation sur laquelle il travaille. C'est ça. En fait, on va dire c'est une espèce d'endossement. On se met à la place d'eux et ça évite de faire des erreurs en même temps. Parce que si vous voulez, quand vous appliquez des méthodes qui sont de notre époque à des édifices qui ont 800 ans, vous comprenez bien que vous créez un épiphénomène et que vous multipliez les risques pour que ce que vous faites soit inadéquat par rapport au support sur lequel vous travaillez. Vous parlez de 800 ans, Notre-Dame a 860 ans, Notre-Dame de Paris. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, pour réagir sur ce que vous êtes en train de nous dire, il a fallu la restaurer à l'identique? Alors la question de restaurer à l'identique, c'est un débat que nous avons en fait tous les jours. Oui. Parce que Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose pour Notre-Dame de Paris? En l'occurrence, oui. Parce que d'abord, la déontologie exige que l'on restaura à l'identique, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y avait pas de conjecture. C'est-à-dire qu'on avait l'ensemble des éléments documentaires, nous avions les relevés extrêmement précis de ce qui existait avant l'accident. Donc quand on a tout ce qu'il faut, on n'a pas le choix, on restaure à l'identique. Exactement. Et quand on n'a pas tous les éléments, là on peut avoir certaines libertés tout en préservant l'identité même du monument. Non seulement on peut, mais on doit. C'est-à-dire on doit conserver une forme de liberté, on doit travailler avec son époque et on doit identifier ce que l'on a fait parce que il ne faut pas tromper l'observateur. Donc c'est important de ne pas laisser croire qu'on a fait comme c'était, puisqu'en fait, on ignorait exactement comment c'était. Alors que là, ça n'était pas le cas pour Notre-Dame de Paris avec la flèche de Viollet-le-Duc. Vous me disiez, en préparant cette émission d'ailleurs, que vous êtes intervenu sur la cathédrale d'Orléans, dans le Loiret. Cette cathédrale a une flèche qui est antérieure à la flèche de Notre-Dame de Paris, d'une seule année. Oui. Et comment vous avez découvert tout cela parce que vous allez beaucoup sur le terrain, et pourquoi finalement cette flèche a une importance dans l'architecture néogothique? Alors, dans l'architecture néogothique, si vous voulez, on a une grande chance, c'est que tout est très documenté. Nous avons des archives qui ont 100 ans, 150 ans, et en réalité, c'est une manne extrêmement précieuse. Quand on travaille sur une flèche du XIIIe siècle, qui sont extrêmement rares parce qu'elles ont toutes été détruites par la foudre, eh bien, on n'a pas cette chance. Là, on sait à l'année près, on connaît les marchés, on connaît les interlocuteurs, on a les courriers, on a tout ce qu'il faut
pour documenter ces époques. Et la démarche de Boswiswald, puisque c'est lui qui est l'auteur de la Flèche d'Orléans, est très intéressante parce qu'en fait, c'est un copain de Viollet-le-Duc. Ils se sont beaucoup parlé, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Et Viollet-le-Duc est venu faire une expertise de la flèche qui précédait celle de Boswiswald, et en expliquant pourquoi elle ne tenait pas debout. Et ça a donc beaucoup influencé Boswiswald. C'est une époque où on a énormément d'échanges et où on échange des informations et on partage des expériences. Donc la flèche de Notre-Dame de Paris est une version améliorée de la flèche de la cathédrale d'Orléans. On peut dire ça. Est-ce que votre expérience du terrain, justement, a nourri au fil des décennies votre vision sur l'architecture gothique et classique? Alors, oui, parce que vous parlez beaucoup de documents, mais il y a aussi le terrain. En réalité, moi, je ne suis pas un homme de documents. Je suis un architecte, donc j'ai plutôt les mains dans la chaux. Et ce qui est formidable, c'est de se poser des questions par rapport à ce qui est anormal. Puisqu'en fait, c'est la normalité qui nous permet de comprendre la normalité. Et dès qu'on a quelque chose qui ne tient pas la route, on se dit, mais qui ne correspond pas aux règles, ça nous interroge et ça nous oblige à creuser. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai travaillé sur la dorure du dôme des Invalides en 1989. Vous voyez, c'est pas d'hier pour le bicentenaire. Et j'ai beaucoup travaillé sur le dôme de l'église Saint-Louis des Invalides. Et en fait, ce dôme est assez extraordinaire parce qu'il ne répond pas au canon romain de la construction classique, en ce sens qu'il n'a pas une fenêtre dans l'axe. Et alors, les gens qui connaissent les canons classiques se disent, mais qu'est-ce qui est passé par la tête de l'architecte Jules Hardouin-Mansart pour déroger à ces règles? Pour déroger, mais pour déroger de façon brutale, puisqu'en fait, on a en face, on a un nez au lieu d'avoir un trou. Et en fait, la réponse, elle est dans l'analogie avec la nature. C'est-à-dire que ce caractère qui est dans le dôme des Invalides est en fait un gothisme, c'est-à-dire une réminiscence de l'art gothique qui apparaît. Et il ne vous a pas échappé que le petit lanternon de Saint-Louis des Invalides est sommé d'une flèche. Or, la flèche est un élément gothique par essence. Donc c'est un clin d'œil à l'architecture gothique, mais il faut être un spécialiste pour l'analyser de cette manière. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler de style, ou il faut parler plutôt d'une attitude face à un bâtiment? Alors, je pense que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on comprend l'attitude, on définit le style. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quand les styles se mélangent et d'arriver à démêler le vrai du faux, d'arriver à démêler à quel endroit il y a un style et à quel endroit il y a l'autre. Parce que c'est généralement quand ils sont mélangés et interpénétrés qu'il y a une vraie difficulté d'interprétation. Et c'est là où le spécialiste arrive à démêler le vrai du faux. Et comme les évolutions en architecture sont très lentes, on ne se couche pas le soir gothique pour se réveiller le lendemain matin classique. Nous, on l'analyse comme ça aujourd'hui avec une échelle du temps qui est beaucoup plus réduite. Voilà, on aime bien dire, voilà, au retour des guerres d'Italie, tout d'un coup, la France est devenue fan de l'Italie et on s'est mis à faire de l'architecture antique. Non, ça s'est passé très lentement. Ça a commencé, la petite graine était semée bien avant et ce sont les circonstances qui ont fait que progressivement, on est arrivé à cette mutation. Mais toute mutation est lente. Elle demande une maturation et c'est pour ça que les styles se mélangent. Et se mélangent parfois pendant plusieurs siècles avant de devenir purs. Si voilà, ça n'est jamais brutal. Et évidemment, c'est cela aussi que vous évoquez dans ce livre. Vous êtes dessinateur. On voit, je vais ouvrir le livre, quelques-unes justement de vos illustrations. Pourquoi c'était important de compléter votre propos avec ce travail beaucoup plus visuel ? Alors, pour une raison très simple, c'est que l'architecte ne sait pas parler sans dessiner. Quand on va au restaurant avec les entreprises, on explique les choses et on a un crayon dans la main et on dessine sur la nappe parce qu'on a besoin d'expliquer ce que l'on fait. Et donc, j'ai souhaité, à côté du texte, avoir des illustrations qui reprennent... Ou des photos d'ailleurs. Ou des photos qui sont toutes faites lors de mes chantiers et qui permettent d'avoir une illustration de la théorie que je développe. Ce livre est aussi à destination des jeunes qui aimeraient devenir architectes. Est-ce que vous leur diriez ?
Oui, certainement, j'aimerais bien, parce que aujourd'hui on a des clichés, hein, c'est-à-dire on oppose souvent le roman et le gothique, on oppose le classique et le baroque, et en fait je pense que c'est plus fécond d'aller opposer des choses qui sont aussi différentes que le classique et le gothique. Voilà, on invite tout le monde à lire ce livre, Classique contre Gothique, avec la préface, je le disais tout à l'heure, d'Alexandre Gady aux éditions L'Harmattan. Merci Régis d'avoir été avec nous sur ce forum du patrimoine, ici depuis le Salon international du patrimoine culturel. Vous pouvez retrouver l'intégralité des émissions sur la chaîne YouTube d'Atrium, co-organisateur de ce forum du patrimoine avec la Chambre syndicale Atelier d'Art de France. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve évidemment très prochainement.